La grande interview avec Elie Cohen, économiste, directeur de recherche au CNRS. Bonjour. Bonjour. Les sujets pour nous faire peur, entre gros guillemets, ne manquent pas. On va en balayer quelques-uns, bien sûr, avec vous. On est plongé dans un monde de taux bas, durablement bas, c'est pas une nouvelle, même négatif, là, durablement, eh bien on le verra. Dans tous les cas, ces taux sont en train de déstabiliser des pans de l'économie et notamment, eh bien, déstabilise un modèle, le modèle des assureurs. Il y a eu des alertes, je ne vais pas revenir sur les recapitalisations de Suravenir ou alors du côté d'AG2R, la mondiale. Ces taux ont un impact direct sur la solvabilité des assureurs vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Bon, d'abord, on peut se faire peur, mais il y a parfois également quelques bonnes nouvelles. Je remarquais par exemple, pas plus tard que ce matin, que la Banque centrale suédoise remontait ses taux, donc sortait du territoire négatif de moins 0,25 à 0. Et plus généralement, il y a un débat sur les taux négatifs et donc sur la capacité que les banques centrales auront à maintenir durablement ces taux négatifs. Je remarque que dans les pays nordiques, il commence à y avoir maintenant un consensus pour dire qu'il faut rehausser les taux. Et je constate également que le débat se développe aussi bien en Allemagne qu'en France et ailleurs. Donc, on n'est peut-être pas nécessairement condamné à vivre avec des taux négatifs pendant très longtemps. Ceci étant dit, vous pointez le problème de l'assurance, et notamment de l'assurance vie. Et là, il est clair qu'un modèle qui est basé sur un endettement des États à un taux négatif ne peut pas permettre d'assurer des fonds euros avec un rendement positif. Ça, c'est simplement impossible. Alors, qu'est-ce qui fait que le phénomène n'a pas pris encore toute son ampleur ? On est qu'au début, au balbutiement, on est qu'au début, ça ? voilà, exactement. Le phénomène n'a pas pris son ampleur simplement parce que les États ont des gisements de dettes, de maturité variable, de taux variables, et bien entendu, les fonds d'assurance vie détiennent des titres, des obligations de maturité différentes, et donc lorsqu'ils servent un rendement de 1,5% comme ils l'ont fait en 2018. Ce 1,5 était le résultat du gisement antérieur qui produisait du 3, du 4, du 5, du 6% et du gisement actuel qui produit du moins 0 quelque chose pour les courtes maturités. Donc il va falloir s'adapter. L'adaptation, à mon avis, ne doit pas nécessairement être brutale. Elle peut se faire progressivement. Bruno Le Maire a plaidé, d'ailleurs vendredi, il intervenait face aux assureurs et justement il a plaidé pour une intégration et un changement progressif. Il a noté qu'il fallait s'adapter, que c'était indispensable, mais qu'il fallait que ça soit progressivement. Voilà, exactement. Je crois qu'il ne faut pas créer de panique parce que ça reste malgré tout le produit d'épargne essentiel des Français et surtout, en gros, le fonds de pension des Français pour leur retraite. Oui, donc dans un débat sur les retraites, indispensable de ne pas exactement. basculer. Donc, à mon avis, il n'y a pas intérêt à avoir des évolutions très précipitées. Mais ceci dit, on le voit déjà avec la baisse des rendements. On le verra avec la baisse du rendement de 2019. Je crois que le gouvernement envisage des aménagements réglementaires, même dans la gestion des fonds euros, pour donner un peu plus de souplesse et, je dirais, doper un petit peu plus la performance des assurances vie en euros. C'est un problème, mais si on tient compte de ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir, que les taux d'intérêt vont peut-être finir par remonter, que les banques centrales n'ont pas vocation à faire ça éternellement. 2, que les fonds d'assurance vie ont des gisements qui peuvent gérer. 3, qu'il peut y avoir des aménagements réglementaires. Et puis 4, surtout, on ne peut pas imaginer une situation où durablement les États les moins vertueux peuvent s'endetter à des taux quasiment négatifs. On voit, parce que la baisse des taux, ça a commencé par concerner l'Allemagne, la France, maintenant ça concerne la Grèce, l'Italie, etc. Et il peut y avoir des mauvaises allocations de dettes. Donc je crois que tous ces éléments pris ensemble font qu'il n'y a pas de raison de tirer la sonnette d'alarme, même si il faut ajuster le modèle économique de l'assurance vie. On est véritablement dans un ajustement. Est-ce que l'ajustement peut passer également par une direction, un fléchage des épargnants vers des produits un peu plus risqués? Parce que c'est ça aussi. Est-ce que les Français sont à même d'aller vers un peu plus de risques? Vous savez, comme épargnante, j'imagine que vous avez été sollicité tous les jours par votre banquier pour vous dire votre fonds en euros quand même. Il faudrait faire quelque chose. Il faudrait prendre un peu d'unité de compte. Et en pratique, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que les fonds d'assurance vie sont de plus en plus dopés par des unités de compte. Il y a simplement ceux qui tiennent absolument au fonds euro et on peut comprendre, plus on se rapproche de l'âge de la retraite, du moment où on va devoir utiliser son épargne et plus on tient à ce que la garantie en capital soit tout à fait pleine et entière. Mais en gros,
la stratégie commerciale, c'est de pousser à détenir un peu de fonds diversifiés, en unité de compte. Alors les Français restent très réticents et ils ont été échaudés en matière de performance boursière. J'entendais dire tout à l'heure qu'on était au plus haut, etc. Il ne faut pas oublier qu'on récupère à peine les niveaux d'il y a 10 ans. Oui, donc, oui, c'est ça. On est actuellement voilà. sur des niveaux hauts par rapport au début de l'année. Exactement, mais on récupère le niveau d'il y a 10 ans et globalement, on n'a pas vu la performance des bourses américaines et autres qui ont rattrapé et dépassé et bien au-delà les meilleures performances d'avant-crise. Nous, ce n'est pas le cas. Et donc, les Français ont raison d'être échaudés. Et comme en même temps, la prochaine réforme des retraites comportera d'une manière ou d'une autre, ouvertement ou de manière moins ouverte, une part de capitalisation, je crois qu'il faut laisser les Français faire leur chemin très progressivement et apprendre progressivement à diversifier leurs actifs en y incorporant une dose plus grande de risque. Ce sera à but pédagogique, donc on l'aura bien compris. Je voulais revenir avec vous également sur les chiffres du chômage, avec cette faible décrue en fait du nombre de chômeurs au cours du troisième trimestre, une lente diminution d'après les chiffres de Pôle emploi, moins 0,4% au troisième trimestre, malgré un marché de l'emploi qui reste en France dynamique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème, il y a une véritable inadéquation et puis surtout, il y a eu l'objectif de l'inversion de la courbe, ça c'était un précédent président. Maintenant, 2015. Les 7% en fin de quinquennat, c'est atteignable parce que finalement ça résonne aussi. Moi, je crois qu'il faut lever le nez des informations quotidiennes et regarder le film. Le film, c'est qu'on a 4 trimestres consécutifs d'amélioration de la situation de l'emploi. Certes, pas dans des proportions considérables, mais quand même, on voit une nette amélioration de la situation d'emploi. Depuis 2015, en gros, la tendance est favorable, même s'il y a des petits retournements. 2015, c'est la référence à François Hollande. Deuxième élément qui me semble très important, c'est la croissance des recrutements en CDI. Oui. Donc on constate quand même que... Et troisième note positive à mon avis, c'est que même avec des perspectives de croissance relativement faibles, de l'ordre de 1,3%, on assiste à une amélioration de la situation d'emploi, c'est-à-dire que le contenu en emploi de la croissance, comme on disait dans mes jeunes années, est en train de s'améliorer. Alors s'il s'améliore, c'est peut-être que, la nature même de l'économie change, avec de plus en plus de services à la personne qui sont nécessairement moins productifs. Et là aussi, on le voit à travers une moindre progression des gains de productivité, donc ça confirme le scénario. Et puis surtout, peut-être que les mesures qui ont été prises tant en faveur de la formation et de la qualification que les mesures en faveur de l'assouplissement du marché de l'emploi finissent par produire des effets, commencent à générer des effets. Et donc peut-être qu'on est sur une trajectoire qui est pour une fois un peu plus vertueuse. On a tellement battu sa coulpe sur l'anomalie française de ces taux de chômage structurels si élevés que rien ne venait attaquer. Eh bien peut-être que pas à pas, on est en train de changer. Alors, je ne vais pas à mon tour sombrer dans le travers que je dénonçais tout à l'heure. Donc laissons-nous le temps de regarder, d'observer un peu les évolutions. Mais je pense que les évolutions actuelles sont assez favorables. Mais est-ce que ça veut dire qu'à la fois sur la croissance et à la fois sur un changement de modèle en termes de création d'emplois, la France peut servir de locomotive, entre gros guillemets, de la zone euro? Alors là, vous touchez un point formidable qui est le basculement auquel on est en train d'assister actuellement, qui est à mon avis mais vraiment de type structurel dans les structures de l'économie européenne. La crise manufacturière allemande, la crise de l'automobile allemande, moins 5%. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui est en train de produire des effets. Je regardais là aussi tout à l'heure que la Slovaquie, par exemple, était touchée directement par le ralentissement manufacturier et automobile allemand. Donc, le passage d'une économie qui était tirée par l'extraversion de l'Allemagne, par son modèle manufacturier, par le cœur industriel qu'était la machine-outil et l'automobile. Donc le basculement vers une économie plus orientée vers les services et moins extravertie et plus tournée vers la consommation intérieure, c'est quelque chose qui va avoir des effets absolument majuscules pour l'ensemble de l'Europe. Et la quasi-récession industrielle allemande, avec les effets qu'elle produit chez tous ses partenaires, et notamment dans les pays d'Europe centrale et orientale, est à mon avis le premier signe de bouleversement à venir, de changement de modèle économique. Et ça expliquerait peut-être un peu ce qu'on n'arrive pas à bien expliquer actuellement. Pourquoi, avec des taux d'intérêt aussi bas, les investissements ne repartent pas véritablement? Pourquoi
des mesures annoncées en matière de politique commerciale du côté des États-Unis, mais qui n'ont pas eu des effets vraiment décisifs, malgré tout dépriment véritablement l'activité. Pourquoi on assiste à ce ralentissement de l'investissement aux États-Unis? Et donc pourquoi au total, même en Chine, on assiste à une moindre dynamique industrielle et manufacturière? Peut-être est-ce le fait du vieillissement, du changement de modèle économique avec une servicisation plus importante, d'un balancement vers des services à la personne et pas simplement des services business, du high-tech, etc. On assiste peut-être à ces transformations sourdes et structurelles de l'économie dont les premiers signes viennent d'Allemagne. Mais c'est normal, l'Allemagne était vraiment la grande puissance extravertie et était le modèle d'une réussite parfaite d'un modèle industriel. Est-ce que ça veut dire... on parle beaucoup, on brandit beaucoup le spectre à l'heure actuelle d'une récession mondiale. Est-ce qu'on ne se trompe pas de mots et de menaces? Est-ce qu'on parle donc, selon ce que vous nous disiez, de récession industrielle, globalisée certes, plutôt qu'une récession globale? Bon, d'abord, on ne peut pas parler de récession mondiale quand la croissance mondiale est à 3%. C'est ça, d'atterrissage peut-être. Voilà, on ne peut pas parler de récession mondiale quand la Chine, malgré tout, révise à la baisse de 6,2 à 6% sa croissance. Mais on est quand même à plus de 6%. Bon, et même en Europe, on va faire 1,1%. Donc, on ne peut pas parler de récession mondiale. Par contre, on peut parler d'un ralentissement net et synchrone. Surtout, c'est ça la nouvelle la plus importante. Jusqu'à présent, on était habitué à une espèce de jeu de balancier. Lorsque, comme on l'a vu au cours des 10 dernières années, le monde développé ralentissait, les pays émergents accéléraient. Là, non. On assiste à un ralentissement un peu général, une économie un peu étouffée. Et c'est pour ça que je vous disais, mais d'où vient le phénomène? Et donc le phénomène, on a un début d'explication. On a longtemps cru que c'était la guerre commerciale de Trump, mais on voit bien que ce n'est pas vraiment convaincant. Puis ça n'a pas vraiment démarré. Et les effets, on les mesure, sont relativement minimes. Par contre, le ralentissement industriel qui est dû à l'évolution du budget des ménages, avec moins de produits industriels dans le panier des ménages et plus de services, une moindre dynamique donc de la demande en général qui finit par produire un ralentissement des investissements. Et donc tout ceci fait qu'on est peut-être sur un palier qui est un palier moins élevé que le précédent, mais on ne peut pas parler de récession. Par contre, on peut parler de ralentissement synchrone. Synchronisation donc, est-ce qu'il faudra aussi aller regarder du côté des émergents et ne pas les oublier quant à l'effet justement sur ce ralentissement mondial? Alors ce ralentissement, il pose des problèmes à tout le monde. Donc les Chinois, comme d'habitude, eux, ils soutiennent l'activité, même s'ils s'inquiètent des débordements, de l'immobilier, etc. Ils continuent à... Oui, parce que ça fait un certain temps qu'on s'inquiète, justement. Ils surveillent le crédit, mais malgré tout, il y a une forme de dynamique. Et je suis frappé de constater que même dans un pays comme l'Allemagne, qui avait la religion de la maîtrise du déficit, le dogme absolu, eh bien, on est en train de venir à l'idée qu'il faudra peut-être un peu de stimulation budgétaire. Et toute la question, c'est quelle est la nature de la stimulation budgétaire? Quelle relance? Quelle relance? Alors, la tentation paresseuse, c'est de laisser filer les déficits et de combler les déficits par une dépense publique et non maîtrisée véritablement. L'enjeu, à mon avis, ce serait de rendre ça positif en faisant des investissements qui augmentent la croissance potentielle des pays de la zone euro. Et là, nous avons tous ces chantiers de la numérisation, de la transition énergétique. Et les Allemands, me semblent, après tout, bien équipés pour se lancer là-dedans. Mais on reçoit plein de signaux négatifs en même temps en Allemagne. J'aurais regardé, par exemple, la semaine dernière, l'Allemagne qui intervenait pour que la BEI ne ralentisse pas de manière accélérée les investissements dans les équipements émetteurs de carbone. C'est-à-dire que la transition énergétique, c'est très bien, mais le plus tard possible. Sauf que ça pourrait être un levier dans cette relance. Bien entendu. Oui, mais il y a toute l'industrie existante. Qu'il faut transformer, ça peut prendre du temps. Qu'il faut transformer, ça prend du temps. Regardez la puissance, on parlait de l'automobile, des biens d'équipement, de la chimie allemande. Si vous passez rapidement à une stratégie de décarbonation agressive, eh bien, ça fait souffrir le tissu économique existant et l'industrie existante, avec le cortège d'emplois et de compromis sociaux qui vont avec. Ça va faire partie des nouveaux défis pour Christine Lagarde quand elle va prendre ses fonctions, de pousser encore ce message de relance, parce que Mario Draghi l'a laissé, entre guillemets, en testament, mais est-ce que ça va être un enjeu véritable? Alors vous avez raison, Mario Draghi restera dans l'histoire
comme celui qui a su piloter la zone euro dans la plus grave crise et qui aura sauvé l'euro par par une compréhension profonde de la situation, par la mobilisation d'outils originaux, par la persistance dans l'action malgré les défiances. Souvenez-vous, deux banquiers centraux allemands qui ont démissionné, des critiques. Il a été attaqué devant le tribunal constitutionnel allemand. Il a vraiment dû affronter des épreuves terribles. Il a globalement, formidablement réussi dans son entreprise. Je crois que le défi pour Madame Lagarde maintenant, c'est d'inventer un monde qui est un monde de sortie progressive des taux négatifs, un monde où la politique monétaire retrouve un sens, parce que la politique monétaire aujourd'hui est très critiquée. Certains disent « ok, elle a fait son œuvre », mais d'autres disent qu'on est arrivé au bout et que probablement on est resté trop longtemps avec cette politique. Inventer une nouvelle politique monétaire. Absolument, c'est l'enjeu, et sortir de cette économie de taux négatifs qui est une énigme absolue pour les économistes. Moi, je n'ai pas appris à l'école ce que c'était qu'une économie de taux négatifs. Anormal. Voilà, et surtout une école de taux négatifs durable, qui n'a aucun effet ni sur la relance de l'investissement, ni sur la relance de la demande, enfin bon, on est quand même dans des uncharted territories, donc on est vraiment dans des domaines qu'on n'a pas explorés jusqu'à présent, et il va falloir inventer des solutions pratiques pour ce monde-là. Merci Elie Cohen. Je rappelle, vous étiez l'invité de la grande interview d'Ecorama, économiste, directeur de recherche au CNRS. Merci. Merci.